L'autre Europe, c'est l'Europe très déterminée contre Moscou, celle du président Macron et du chancelier Merz. Rencontre très formelle et très chaleureuse d'ailleurs ici à Paris. Le nouveau chancelier allemand Merz est arrivé aujourd'hui. Il a été accueilli, vous le voyez, par le président français. Les deux hommes espèrent évidemment relancer ce qu'on appelle le moteur ou le couple franco-allemand, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre. Mais aussi, Merz est l'homme qui est allé très loin pour soutenir l'Ukraine. Pour les Taurus, pour frapper le pont de Kerch, il a encouragé les Ukrainiens à cela, mais il est déjà en train d'hésiter un peu, Elisabeth. Oui, moi j'ai écouté son discours et c'est assez frappant. On le sent revenir en arrière, utiliser les Américains aussi comme excuse. On n'a pas forcément l'aval des Américains. Et on notera dans son discours beaucoup de revenir sous la coupe des Américains. Enfin, il y a un discours qui va à l'encontre de ce qu'il disait avant d'être élu. On se rappelle quand même que la première ronde n'a pas fonctionné, donc ça peut aussi être pour des raisons de politique interne, bien évidemment. Vous connaissez la fameuse maxime, hein, on fait campagne en vert et on gouverne en prose. C'est-à-dire qu'on est courageux, puis après on traîne un peu. On a vu déjà avec Trump qui nous promettait d'arrêter la guerre en 24 heures. Donc ça fait déjà plus de 100 jours que la guerre dure. Il a rien fait. Mais c'est vrai que pour Merz, c'est quand même difficile parce qu'il a vécu déjà quelque chose que aucun chancelier depuis la Deuxième Guerre mondiale n'a vécu. Ça veut dire il n'a pas été élu dès le premier tour de l'élection au Bundestag. Et effectivement, ça l'a touché. En fait, il est fragilisé. Il est fragilisé par rapport à cette politique interne. Et vous savez, il y a autre chose aussi, c'est que vous, quand vous êtes dans les positions, effectivement, vous critiquez, c'est facile de critiquer. Hein. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a passé 40 ans à critiquer tous les pouvoirs, mais a jamais assuré le pouvoir lui-même. Et donc, quand vous arrivez au pouvoir, là, ça vous tombe d'un coup, et donc le poids de pouvoir. D'ailleurs, on va vivre avec les cardinaux qui sont en train d'élire un pape. Vous avez la fibre très cardinaliste ce soir. C'est la même chose. Regardez les vieux soviétiques qui ont certaines séductions non, mais c'est la même chose. En fait, bravo. Ils ont, bien évidemment, il y en a parmi eux qui veulent le pouvoir, mais en même temps, ils se rendent compte que diriger 1,5 milliard de chrétiens dans le monde entier, c'est quand même un poids énorme. Et donc, certains ont peur, certains n'acceptent pas. On n'a pas exactement, parce qu'en fait, il y a le secret, mais on dit quand même, on chuchote qu'il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas osé accepter cette charge. Oui, il y en a pas beaucoup. J'ai pas souvenir d'anciennes. Vous connaissez beaucoup de gens qui refusent le pouvoir, vous ? Ouais. Vous avez de la chance, vous les présenterez. Dans le journalisme, c'est assez rare qu'on en rencontre en vrai. Quoi qu'il en soit, grand sujet, ce sera la question de la dissuasion, de ce qu'on appelle pudiquement la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Ça, c'est la version formelle, mais qu'est-ce que ça veut dire très exactement ? Écoutez Emmanuel Macron qui précisait, en tout cas qui donnait un indice sur la suite, disons, de ce que ça peut devenir. Nous devons prendre nos responsabilités, c'est le sens de ce pilier européen, et dans ce cadre, il est tout à fait naturel que tous les sujets soient discutés, y compris celui de la dissuasion nucléaire, avec nos histoires, nos spécificités, et pour ce qui est de la France, celle d'être un État doté, indépendant, pleinement autonome dans ses capacités et ses différentes composantes. Voilà, on entre dans une nouvelle période, nouveau chancelier, nouvelle configuration. Les Américains ne sont plus tout à fait là comme ils l'étaient précédemment. Les Russes sont très sensibles à ça, on va le voir. Nous a rejoint Bruno Combi. Vous êtes Bruno Combi, un spécialiste de la question nucléaire, en particulier civile, mais c'est intéressant de vous entendre aussi sur cette dimension militaire. Bonsoir Bruno Combi. Bonsoir Darius. Les Russes, très sensibles à ça. On voit à quel point c'est un sujet qui les irrite. Alexei Meshkov, c'est l'ambassadeur de Russie en France, qui d'ordinaire, disons, est assez prudent, en tout cas prudent à l'égard des autorités françaises. Là, il ne l'est pas du tout. Il s'est moqué de manière très ostentatoire. Il dit, oui, la France possède des capacités nucléaires, mais il tourne ça sur le ton ironique. Il y a des grands parasols sur les plages, disait-il. Il y a les parapluies de Cherbourg qui protègent efficacement une personne seule de la pluie. Et puis, il y a les parasols qu'on met dans un cocktail, plus pour la décoration que pour la protection pratique. Ce dernier exemple, je crois, reflète mieux la capacité de la France à offrir une protection nucléaire à l'Europe. Donc visiblement, c'est une punchline, comme on dit, qui a été travaillée, il a réfléchi. Et c'est un bon révélateur de ce que ce sujet-là les touche.
Ça les touche assez pour qu'ils nous insultent. J'ai l'impression chez les Russes, c'est bon signe. C'est-à-dire, quand ils commencent à nous attaquer, c'est qu'ils sont gênés par nos capacités. Et donc, c'est une bonne chose, même si c'est quand même assez insultant, bien évidemment. Bruno Combi, de quoi parle-t-on? Je vous pose la question à vous, le spécialiste du nucléaire, et à vous, le militaire. Comme ça, on a vraiment les deux aspects. Quand on dit dimension européenne de la dissuasion, on comprend que ce n'est pas le partage, on a toujours dit, et ça c'est très clair, qu'une seule personne appuie sur le bouton. Qu'est-ce qu'on peut étendre exactement? Bruno Combi. Oui, Darius, effectivement, donc revient sur le tapis, en quelque sorte, ce sujet du partage de la dissuasion nucléaire. Alors, il y a eu dans un premier temps un rétropédalage et effectivement il n'est plus question de partager le bouton nucléaire puisqu'un missile qui arriverait en quelques minutes sur l'Europe de l'Ouest, il n'est pas question de se téléphoner entre chefs d'État pour partager ce bouton, il n'y aurait pas le temps de discuter quoi que ce soit. Et puis c'est la souveraineté, et c'est la souveraineté surtout, la souveraineté, on ne partage pas sa souveraineté. Oui, depuis le Fouché, donc dans les années 1960, le général de Gaulle d'abord, puis les présidents successifs avec Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont tous affirmé que dans la doctrine nucléaire française, il y avait une dimension européenne qui touchait les intérêts vitaux, donc qui définissent l'engagement de la force nucléaire française. Donc s'il s'agit de cela, effectivement, le fait de toucher à nos amis, ça touche nos intérêts vitaux et je pense que Emmanuel Macron a raison de rappeler cela comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Mais tout dépend de quoi on parle. S'il s'agit d'étendre, de garantir en quelque sorte, eh bien ça consisterait à sortir du flou stratégique de la définition de ces intérêts vitaux et ça affaiblirait notre dissuasion. Donc c'est une excellente idée de faire des grandes déclarations générales sans être trop précis, comme ça a été fait. Ce sont des beaux principes, une déclaration d'amour en quelque sorte, mais avant de se marier, de partager totalement l'arme nucléaire française, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudrait réunir et qui ne sont pas réunies aujourd'hui. Donc il me paraît urgent de rester dans un certain flou stratégique et de faire des déclarations d'amour ou d'amitié. Et puis aussi, avant de se marier, je pense qu'il faut se fiancer. Et dans le cas particulier de l'Allemagne, peut-être même se réconcilier avec elle-même, parce que l'Allemagne a eu une histoire compliquée avec le nucléaire. L'Allemagne a changé d'avis à plusieurs reprises sur le nucléaire civil et nous a souvent opposé un certain nombre d'arguments. Donc l'arrivée de Friedrich Merz permettra peut-être justement de remettre à plat ces questions-là. Et je pense qu'une déclaration de l'Allemagne qui, par exemple, pourrait envisager la reconstruction de réacteurs nucléaires ou de nous en acheter en France, puisque l'EPR est un réacteur franco-allemand, rappelons-le, serait bienvenue aussi une reconnaissance de leur erreur d'avoir voulu mettre tout notre approvisionnement énergétique à 100%. Bruno Combi, merci. On a entendu que vous n'avez pas digéré le virage civil nucléaire allemand, ça c'est très clair, mais si on reste sur le nucléaire militaire, que les choses soient bien claires, personne n'a jamais parlé de partage, mais une dimension européenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors effectivement, le partage, il faut rappeler, c'est interdit. Vous avez un traité, le traité de non-prolifération, qui est une 68 vache sacrée, que personne n'ose transgresser. Voilà, on le fait vraiment à ses dépens. Interdit totalement l'idée de partager le nucléaire ou de vendre du nucléaire, etc., la diffusion du nucléaire. Donc le nucléaire, il est forcément national avec une seule autorité. Là, quand on parle de parapluie, l'idée c'est le parapluie, c'est que la protection de la dissuasion nucléaire s'étendrait au-delà des limites nationales. Alors c'est le cas avec le parapluie américain. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, concrètement, vous avez en Europe des armes nucléaires américaines, les bombes B-61, qui sont dans différents pays européens, qui peuvent être transportées par les armées de ces pays, mais ne peut être utilisées que sur décision du président des États-Unis. Leur avantage, c'est que justement, elles ne sont pas aux États-Unis. Donc, en cas d'affrontement avec l'Union soviétique à l'époque ou la Russie, la riposte ne se fera pas, parce qu'il y a toujours en tête, il faut garder à l'esprit qu'il y aura riposte nucléaire, que cette riposte ne se fera pas sur les États-Unis. Et un deuxième élément, ce sont des armes de relativement faible puissance. Est-ce que oui ou non, donc, il y a une question de de quantité d'ogives? Rappelons, les ogives, les grandes puissances nucléaires et leur quantité d'ogives, Russie 4000 et quelques, États-Unis 3700 et quelques,
Chine 500, France 290. On a entendu les deux théories. Bruno Tertrais sur ce plateau disait c'est pas une question de quantité. L'amiral Vichot, qui a quand même aussi un crédit en matière nucléaire, disait il faudrait sans doute étendre le nombre d'ogives pour avoir une dimension européenne. Oui, et surtout avoir des armes qui sont peut-être de moindre puissance. C'est le modèle américain, encore une fois. On déporte le problème, parce que le problème, encore une fois, c'est que vous utilisez l'arme nucléaire, vous avez une riposte nucléaire sur vous. Donc la question qui se pose, est-ce que la France, comment est-ce que la France peut accepter qu'il y ait un missile nucléaire qui lui tombe dessus, russe, si pour protéger Varsovie, pour protéger Berlin, etc. C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Oui, non. Si c'est oui, oui, alors effectivement, ça protège. Mais quelque chose me dit que, globalement, que non, qu'on ne sacrifiera pas Paris pour protéger Berlin, ou pour venger Berlin. La pesée d'intérêt que vous décrivez est terrible. Il y a cette dimension-là, il ne faut pas le nier. C'est la raison pour laquelle le général de Gaulle a dit non, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, on ne peut pas faire confiance vraiment au parapluie américain, à la protection américaine, parce que, justement, ils ne sacrifieront pas Détroit pour venger Paris ou pour attaquer même en premier l'Union soviétique. Donc le nucléaire ne peut être que véritablement national. Alors, il a dit effectivement, les intérêts vitaux vont au-delà de la frontière, en se disant, si l'Allemagne, République fédérale allemande, est envahie et qu'on se retrouve avec des troupes soviétiques aux frontières, nos intérêts vitaux à nous sont quand même très largement menacés. Sachant qu'à l'époque, on avait des armes de moindre puissance qui servaient à faire un ultime avertissement. Alors, on peut toujours faire un ultime avertissement, mais comment dire ? Voilà, moi, en fait, j'y crois pas. La vraie dissuasion, elle est conventionnelle. D'abord. Si on veut vraiment dissuader les Russes d'attaquer les pays baltes, la Roumanie ou la Pologne, il faut être plus fort qu'eux conventionnellement. Et là, on est à peu près certain que rien ne se passera. Alors, c'est le point sur lequel je suis d'accord avec le colonel, mais je ne suis pas d'accord avec... Donc, c'est-à-dire, tout à fait d'accord avec vous, mon colonel. À partir du moment... on veut être sûr de ne pas être attaqué sur le terrain, il faut être en conventionnel très fort. Mais à partir du moment où on fait la dissuasion, on ne parle plus de la même chose. C'est un peu le sexe des anges. Si on met une théorie sur le fait que l'Europe représente un ensemble, eh bien, la dissuasion de l'Europe, elle passe par les pays qui ont la dissuasion nucléaire. Donc, forcément la France. Et on ne peut pas imaginer que on va pouvoir dire la théorie que vous évoquiez, bien tiens, si on tape je ne sais pas à quelle ville, ça ne nous concerne pas. C'est fini, on sera dedans. Donc on ne sera plus dans la dissuasion. Donc si on reste sur la dissuasion de l'Europe, c'est la force qu'elle représente, à la fois, comme me disait le colonel, au niveau du conventionnel, et là je pense qu'il faut mettre le paquet, et au niveau du nucléaire, avec les moyens si on considère que les Anglais ne sont pas encore dans l'Europe, mais au niveau de la défense, ils le sont de facto avec la France et la Grande-Bretagne. Prêtez bien l'oreille. Ça, c'est à mon avis incontournable.